Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils sont anciens fonctionnaires issus de toutes les agences et programmes des Nations Unies réunis au sein de l'Association malienne des anciens fonctionnaires internationaux des Nations Unies, AMAFINU. Ils ont décidé de continuer à apporter collectivement leur contribution au développement de leur pays, servir d'organe d'entraide entre ses membres, conseiller et assister dans la mesure de ses moyens et selon les compétences disponibles, les autorités et les institutions maliennes, soutenir et promouvoir les principes et idéaux de paix du système des Nations Unies. Tels sont les objectifs que s'est fixé l'association, membre à part entière de la Fédération des associations des anciens fonctionnaires internationaux du système des Nations Unies. L'AMAFINU vient de tenir une assemblée générale, une occasion de faire le bilan des activités de l'association et de dégager de nouvelles perspectives pour la nouvelle année. Madame Keita Aïdambo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente donc de l'Association malienne des anciens fonctionnaires internationaux des Nations Unies, présidente également de Énergie Mali, le réseau genre et énergie durable au Mali, de la coalition genre, sécurité et climat. Vous êtes également membre du REFAMPE, le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires. Bienvenue donc sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors on le voit donc, vous êtes une dame très active avec toutes ces multiples casquettes. Donc, dites-nous déjà qu'est-ce qui justifie votre engagement à tant de niveaux. Je suis une dame qui essaye de combiner sa vie professionnelle et familiale. Et depuis quelques années, je pense que quand on est revenu des études, on a pris conscience que le monde était en train d'être en danger. Et vous savez, depuis les années 92, les rencontres qui se sont passées à Rio, le monde entier a pris conscience que nous devons tous agir et ensemble. Et par rapport à ça, donc, nous avions commencé notre travail au sein du PNUD. Et là, je pense que le déclic est venu un peu de tout ça parce que les constats étaient là. Et donc, on s'est engagé. On s'est engagé en tant que fonctionnaire des Nations Unies, on s'est engagé en tant que ministre en charge des questions environnementales et maintenant on continue en tant que société civile à nous battre pour que on améliore non seulement nos questions environnementales, mais comme vous le savez, les questions environnementales sont liées carrément à notre existence sur la Terre. Mais comment est-ce qu'on réussit quand même à être sur tant de fronts? Et ensuite, vous avez parlé de vie familiale, il y a tout cela à gérer. Comment est-ce qu'on réussit tout ça? Vous savez, quand on est engagé et qu'on a autour de soi des personnes qui sont compréhensives et qu'on voit le combat qui est noble et qui est engageant, on n'hésite pas. Donc, comme on dit, tant qu'il y a la santé, on essaye de faire au mieux. Et comme vous le voyez, j'ai dit, tous ces liens sont là. Et c'est nos préoccupations que nous mettons en avant et tout en restant le plus stable possible et essayer d'apporter quelque chose à nos communautés. Alors, on va essayer d'évoquer ensemble l'ensemble de ces sujets, mais parlons d'abord de cette assemblée générale qui s'est tenue ce jeudi, celle de l'AMAFINU. Parlons d'abord de la raison d'être de cette association. Nous avons tenu aujourd'hui notre assemblée générale qui a fait le bilan de l'exercice notamment de l'année 2025. Notre bureau a présenté son bilan et technique et financier, mais également parler des perspectives et son plan d'action 2026. L'association a été mise en place depuis 1999 par des membres, certains sont vivants mais d'autres ne le sont pas, qui se sont engagés parce qu'ils ont pris conscience que nous sommes une force. Une force d'abord pour les membres de notre association que nous devons mettre en place à l'époque, mais également pour accompagner les autorités en tant que personnel issu du système des Nations Unies. Un point important qu'il faut dire, même si le terme association malienne des anciens fonctionnaires internationaux des Nations Unies, vous savez que quand on rentre dans les Nations Unies, déjà on a un statut un peu d'international en tant que tel. Ça ne veut pas dire uniquement les personnes qui sont à l'extérieur ou qui ont travaillé de façon continue à l'extérieur. Donc, tous les anciens fonctionnaires du système des Nations Unies sont membres de l'AMAFINU. Vous avez décidé donc d'accompagner les autorités, mais par quel moyen, quel mode d'action, quelle activité?
Vous savez, comme on dit, il y a eu pas mal d'activités par le passé. Il y a des documents, par exemple, qui ont été produits par les membres et qui ont été remis aux autorités. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur les problèmes à l'Office du Niger en son temps, sur les questions de santé, sur les questions de développement même de façon générale. Donc tout ça, c'est versé non seulement au compte de l'administration, mais au compte aussi du système des Nations Unies. Et donc, de façon particulière également, il y a des membres de l'association qui font des productions, mais comme nous disons aussi, nous passons l'information, mais nous sommes une association apolitique. Donc, nous sommes là pour parler de ce qui se passe, de notre entourage au niveau national, au niveau sous-régional, mais également au niveau international. Alors, quels sont vos rapports avec les autorités d'un côté et le système des Nations Unies de l'autre? Je dois dire que vraiment nous avons de très bons rapports avec les autorités. Pour preuve, cette année 2025, nous avons eu en tant que bureau à rencontrer notamment le ministère en charge de l'agriculture, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de l'élevage. Nous espérons pouvoir rencontrer le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, pour dire que nos préoccupations, elles concernent aussi d'autres départements. Il y a celui de l'éducation, etc. Et pour nous, aujourd'hui, ça a été une grande satisfaction parce que nous avons eu la présence du représentant du ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui était là pour nous soutenir en tant qu'AMAFENU à notre Assemblée générale. Et les messages étaient réconfortants parce que c'est une reconnaissance pour nous des actions que nous avons menées et des futures actions que nous pouvons entreprendre parce que je pense que nous sommes un vivier d'experts qui aimeraient partager au mieux leur expérience et leur expertise de façon gratuite à l'administration, mais également à la société civile. Comme je dis, nous travaillons à l'administration, mais également avec les universités, etc. Nous avons eu à mener des conférences sur des thématiques comme la santé, l'environnement, sur l'intelligence artificielle, par exemple. Et pour vous dire, nos préoccupations sont celles des moments, donc nous nous adaptons et nous offrons nos services. Alors, Madame le ministre, vous produisez des documents que vous soumettez, je comprends bien, aux autorités, au système des Nations Unies. Est-ce que vous êtes satisfait de l'utilisation que l'on fait par la suite de ces documents que vous produisez dans un pays où on dit qu'on réfléchit beaucoup, on produit beaucoup de documents qui dorment dans les tiroirs? Bon, pour nous, quand même, le fait d'avoir partagé ces documents, de les avoir élaborés d'abord, parce que la plupart du temps aussi, c'est un travail collégial, et de le soumettre, comme on dit, à qui de droit, c'est une grande satisfaction. Et en tant que mouvement, nous avons aussi un site web sur lequel nous publions nos productions. Donc là, nous avons parfois des retours. Même au niveau de l'administration, nous avons parfois des retours et ces documents sont quand même consultés. Donc ça, c'est notre satisfaction. Peut-être que ça devrait aller au-delà. Nous allons y travailler. Vous avez fait aujourd'hui le bilan d'un an de parcours, mais si on essaye de faire le bilan global du parcours de l'association, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Franchement, je pense que nos prédécesseurs ont bien fait d'abord de mettre en place cette association parce que c'est l'association des anciens fonctionnaires du système des Nations Unies. Il y a toutes les agences qui sont représentées. Aujourd'hui, notre bilan a été renforcé par le fait que nous avons convié avec nous les présidents d'associations d'autres agences parce que notre préoccupation, c'est que nous pouvons être plus nombreux et avoir plus de résultats. Et l'information est peut-être pas assez développée pour dire aux autres collègues retraités que l'association est là pour eux et qu'elle est là pour leur rendre service d'abord. Parce que ça, c'est une de nos préoccupations, rendre service à nos membres, mais également discuter d'autres sujets de préoccupation nationale et aussi mobiliser des ressources parce que nous sommes sollicités pour des accompagnements particuliers sur lesquels, pour l'instant, nous vivons essentiellement de nos cotisations. Et tout le travail que nous faisons essentiellement, comme je l'ai dit, c'est sur la base de nos cotisations, des cotisations des membres. Et actuellement, je dois vous dire qu'en fin d'année 2025, nous étions 82 membres.
Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes 92. Donc ça veut dire que le potentiel est là et que nous allons essayer d'aller de l'avant avec plus de résultats encore. Alors, on s'imagine que vous suivez aussi avec beaucoup d'attention quand même l'évolution des relations de notre pays avec le système des Nations Unies. Comment est-ce que vous appréciez les choses à ce niveau après l'épisode de l'AMINUSMA, du départ de l'AMINUSMA? Vous savez, ça c'est un aspect, on va dire, politique, entre guillemets, sur lequel on échange, mais en voyant plutôt le lien entre le personnel qui a dû partir, qui peut venir dans notre association et l'État en tant que tel. Parce que la préoccupation, c'est l'interruption du travail de certains fonctionnaires. Il y a un mécanisme qui est en cours, mais nous, à notre niveau, c'est beaucoup plus la prise en compte vraiment des préoccupations du personnel, notamment qui tend vers une retraite, parce que vous savez, et vous ne pouvez pas imaginer, ce sont des préoccupations qui sont là, comme tous les fonctionnaires. Quand vous arrêtez de travailler, les questions de pension, les questions de bénéficiaires, les questions d'assurance, etc. Et il y a beaucoup de préoccupations. Une des raisons d'être, c'est justement, vous l'avez dit déjà, rendre service aux membres et à tous ceux qui ont travaillé quand même pour le système des Nations Unies. Comment est-ce que tout ce monde se porte aujourd'hui au Mali? De façon globale, on doit dire que nous faisons beaucoup d'efforts en termes de partage d'informations, mais ça reste toujours à améliorer. Ce que nous avons mis en place aussi, notre site web permet aux uns aux autres d'être bien informés sur ce qui se passe non seulement au niveau national mais dans les différentes agences. Mais nous allons surtout cette année mettre l'accent sur la mise en place et le renforcement des liens entre nos membres et justement les préoccupations au niveau mondial. Vous savez, il y a une baisse des ressources qui est là. Normalement, ceux qui ont leur pension actuellement ne sont pas concernés, mais il faut avoir quand même des points focaux pour pouvoir donner l'information, la bonne information, et vraiment renforcer tout ce lien-là avec le niveau national, qui est quand même une préoccupation de notre part pour les activités de 2026. Alors, au-delà de cet aspect des choses, 2026, qu'est-ce qu'il nous réserve de votre côté? À 2026, nous avons un plan d'action qui comporte beaucoup d'axes, notamment renforcer la solidarité entre les membres et, comme j'ai dit, vraiment mettre un focus important sur les cas particulier que nous vivons, parce que nous avons participé à l'Assemblée générale de notre fédération et les préoccupations sont là. Le Mali a l'opportunité de pouvoir mettre en place des mécanismes d'information spécifiques, des points focaux et même un kiosque pour l'information des retraités. Donc nous allons aussi continuer un peu tout ce qui est information, renforcement des capacités et partage d'expériences par rapport à des thématiques que nous allons choisir. Et nous allons aussi, vous savez, il y a un point important dont on doit parler, c'est les contacts avec les doyens. Donc nous avons un point important dans notre programme qui va cibler cela. L'année 2025, nous l'avons fait, mais chaque année, en tout cas courant octobre, nous avons des activités dédiées à la solidarité avec nos doyens, nos aînés, pour leur montrer qu'ils sont toujours membres de l'association, mais qui peuvent continuer à apporter, parce que ces visites nous permettent aussi de recevoir leurs conseils et leur appréciation. La participation des associations sœurs des pays voisins à vos assemblées générales, quelle signification, quelle symbolique et quels résultats? Oui, vous savez, l'année dernière, en 2025, nous avons eu à l'Assemblée générale de 2025, donc qui faisait le bilan 2024, nous avons reçu nos partenaires du Burkina Faso et du Niger qui ont pu faire le déplacement. Cette année, on les avait conviés, mais pour des contraintes particulières, le Burkina, le Niger et le Sénégal n'ont pas pu venir. Mais nous avons, en tant qu'association, participé à l'Assemblée générale du Burkina Faso et qui s'est tenue il y a une semaine d'ailleurs, le 24 janvier dernier.
Et nous avons vraiment des protocoles d'accord que nous devons signer entre les différentes associations, justement pour se compléter, s'enrichir de l'expérience des uns et des autres et créer vraiment toute une dynamique, parce que la collaboration au niveau sous-régional avec les nouveaux contextes qui existent, je pense que ça ne fera que renforcer un peu nos actions et nos activités de façon réciproque. Mais est-ce que vous partagez les mêmes réalités quand même ? Il faut dire que quand les pays que j'ai cités notamment, nous avons les mêmes réalités. Les pays, le Niger, le Burkina, c'est déjà, avec le Mali, c'est de l'AES qui est en marche aussi. Nous allons au-delà parce que les perspectives, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal également. Donc nous sommes une association qui se veut dynamique et qui veut vraiment qu'il y ait cette collaboration et cette union pour toujours prendre en charge les préoccupations de nos membres, mais également discuter de sujets d'actualité dans tous les pays où, vous savez, on parle de Sahel, donc nos préoccupations se regroupent quelque part. Mais comme j'ai dit, les préoccupations sont aussi celles de nos membres. Alors, avec quel sentiment finalement sortez-vous de cette Assemblée générale 2026 de l'association ? Moi, je pense qu'on peut s'estimer très satisfait parce que, comme je l'ai dit, nous avions la présence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous avions la présence du coordonnateur résident du système des Nations Unies, le représentant de l'OMS, le représentant de ONU-SIDA, le représentant de UNFPA, nos associations sœurs de l'UNESCO, du PNUD, de l'OMS, et beaucoup de membres de notre association, dont certains étaient en ligne aussi, parce que quand nous tenons nos rencontres, que ce soit des réunions ou des conférences, notre Assemblée générale particulièrement, nous sommes également en ligne, parce qu'on donne cette opportunité. Comme vous savez, les préoccupations de santé sont là, certains ne peuvent pas se déplacer. Donc vraiment, je pense que nous avons une bonne réunion, une bonne moisson et une dynamique qui va nous permettre, j'espère, de bien réaliser notre plan d'action 2026. Et vous gardez bien évidemment votre fauteuil de présidente. Oui. Avec quel état d'esprit ? Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai entendu m'engage encore plus, et je pense qu'avec le bureau, parce que nous avons renouvelé partiellement le bureau, donc nous allons avoir des meilleurs résultats encore. Pour l'année dernière, c'était 70%. Donc nous espérons avoir un score beaucoup plus important et surtout de bonnes adhésions et des bonnes orientations. Alors, on vous souhaite bonne chance sur ce front et bien sûr sur tous les autres. Je signale que vous êtes présidente également de Energia Mali. C'est une ONG malienne engagée pour l'accès équitable à l'énergie durable, l'autonomisation des femmes, la lutte contre le changement climatique. Ça fait beaucoup de choses quand même. Expliquez-nous tout cela. Energia Mali est une ONG depuis 2020, parce qu'avant c'était une association qui a été mise en place, figurez-vous, depuis les années 2004. Avec comme objectif vraiment de prendre la préoccupation des promotions des énergies renouvelables et de voir quelle place pouvaient prendre les femmes, notamment, en tout cas le genre, par rapport à ces questions d'énergie. Vous imaginez les années 2004-2005, la promotion des énergies renouvelables n'était pas trop une préoccupation. Et quelques temps après, quand même, je pense qu'au niveau national, on a vu assister à la création des différentes agences en charge des énergies renouvelables, en charge même de l'énergie, la charge du biocarburant, etc. Donc, nous sommes allés dans une dynamique où nous avons pu participer à l'élaboration des documents importants. Nous avons eu à l'époque à faire des documents de politique et de plaidoyer par rapport à prise en compte du genre et la promotion des énergies. Et jusqu'à, disons, on va dire, la poursuite s'est faite. Et en 2020, quand même, nous sommes devenus, par la force des choses et par tout le travail que nous avions abattu, nous sommes devenus une ONG qui accompagne surtout et qui travaille avec le niveau local. Donc nous intervenons pratiquement sur tout le territoire national. Contexte oblige, nous avons moins d'interventions peut-être dans le nord, mais nous avons des représentants dans le nord. Quand il y a des petites activités à mener, nous travaillons avec des ONG ou des associations partenaires. D'accord, vous nous parlez de travailler avec le niveau local. Qu'est-ce que vous faites concrètement ?
Concrètement, nous sommes dans d'abord des activités, je vais parler de sensibilisation et de plaidoyer par rapport à la prise en compte des questions d'énergie vis-à-vis des femmes. Vous savez, les femmes, elles sont les utilisatrices, mais elles doivent être les bénéficiaires aussi de ces questions d'énergie. Et pour les questions d'économie d'énergie, je pense que la femme doit être bien sensibilisée. Nous accompagnons la mise en place, par exemple, la fabrication des foyers améliorés. Vous savez, on a l'impression que le foyer amélioré, c'est quelque chose d'ancien qui n'est peut-être pas utile, mais quand vous voyez en termes d'économie de charbon et de bois utilisé, c'est très important. Nous travaillons aussi à faire la promotion de privés qui font la fabrication de briquettes de charbon, du charbon économique et tout ça. Nous organisons des rencontres sur la cuisson propre, faire la promotion de différents systèmes qui permettent de faire la cuisine autrement qu'avec le bois. Est-ce que vous estimez que ces systèmes-là arrivent véritablement à prendre leur envol grâce à votre action? On constate quand même que la coupe abusive de bois, ça continue. Vous savez, la coupe du bois, c'est une question très préoccupante et ça fait des années que la préoccupation est là. Pour pallier un peu à ça, je pense l'État a mis en place les campagnes nationales de reboisement qui ont quand même beaucoup d'avantages, même si elles sont critiquées. Je pense que le fait de faire de reboisement est quand même une action importante. Maintenant, les économies qu'on peut faire autour de ça, c'est là où il faut aussi jouer. Parce que les préoccupations, elles restent là et malheureusement, beaucoup de gens encore au XXIe siècle ou en 2026 au Mali estiment que si on ne fait pas la cuisine au feu de bois, ce n'est pas de la bonne cuisine. Donc, comment changer un peu ces mentalités, comment évoluer? Je pense que la femme et les jeunes sont des vecteurs, mais également tout ce qui est sensibilisation, plaidoyer, nous menons également ces actions. Mais ça fait une vingtaine d'années que vous le faites quand même. Ça fait une vingtaine d'années, mais vous savez, comme on dit, il y a des actions, on ne peut pas voir le résultat de façon nette, parce que vous agissez à votre niveau. Pendant ce temps, la commune voisine continue à couper du bois, etc. Mais il ne faut pas se décourager. En matière d'environnement, c'est ça le principe. Il ne faut pas se décourager. C'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière, mais on avance toujours un peu. Parce que le peu qu'on laisse sur le terrain, je pense que c'est ça qu'il faut retenir surtout. Nous avons eu à accompagner au niveau de la commune de Minidjan, par exemple, des femmes en installant des systèmes solaires qui leur permettent d'abord de se rassembler en tant qu'association. On a permis aux femmes d'être regroupées, d'avoir un système de gestion d'une centrale solaire qui leur permet de produire de la glace. Et vous ne pouvez pas imaginer le changement que ça a fait dans ce village de Kéla. Mais toutes les formations qui ont été faites autour, en termes de gestion de caisse, en termes de régénération naturelle assistée, etc. Donc, il faut combiner beaucoup de choses. Et là, l'esprit va travailler et les gens vont comprendre. Alors, quand il y a des réussites du genre ce que vous évoquez, pourquoi ne pas mettre le focus là-dessus, l'accent là-dessus, pour que tout le pays voit comment ça se passe? Oui, vous savez, on n'est pas les seuls. Energia vraiment fait tout ce qu'elle peut pour faire la promotion, la bonne promotion de ses actions. Nous avons nos réunions de bureau, nous avons les assemblées générales. D'ailleurs, il y a une assemblée qui va se tenir très bientôt. Mais au niveau aussi, chaque fois que nous avons l'occasion, nous sommes souvent sollicités. Par exemple, nous avons eu à participer aux journées de l'innovation. Nous avons présenté ce que nous faisons à Energia. Nous avons été conviés au Golden Day. Nous avons même reçu un prix, etc. Donc, toutes les opportunités sont bonnes pour nous pour faire ces campagnes de sensibilisation et d'information, surtout par rapport à ces préoccupations environnementales. Alors, on sait que les questions d'énergie sont quand même des questions critiques, cruciales. Quelles sont les perspectives en la matière, selon vous, de votre point de vue, de votre position?
Oui, en tout cas, par rapport à notre ONG, nous sommes vraiment à l'écoute parce que nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons vraiment avec beaucoup d'autres ONG ou associations qui traitent de la thématique et même au-delà. Et c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire faire des bilans, faire des partages d'expériences. Nous avons eu même, par exemple, à permettre aux gens, aux villageois de Kela d'aller visiter une expérience de ASIC à Kolokani. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qui en est sorti. Et le travail de changement au niveau notamment de Kela est déjà en cours. C'est-à-dire, nous avons un travail, nous mettons les jalons, mais les populations elles-mêmes, quand elles commencent à comprendre, je crois qu'elles-mêmes, elles essayent d'avancer, même sans nos accompagnements. Passons, Madame la Présidente, à la coalition malienne genre sécurité et climat. On imagine qu'on est au-delà, bien au-delà des questions d'énergie ici. Ça se rejoint quelque part parce que les préoccupations sont là, mais à travers cette coalition, elle comprend plus de 45 membres et c'est vraiment une fêtière qui regroupe ces associations qui sont des associations qui interviennent vraiment dans plusieurs domaines. Il y a l'aspect sécurité, il y en a qui interviennent dans l'environnement, il y en a qui interviennent dans la promotion de la femme, d'autres les droits de l'enfant, de la femme, etc. Donc, nous sommes vraiment, à travers la Comagest, un regroupement de femmes, à travers un bureau qui existe et qui a des membres qui sont même à l'intérieur du pays. Parce que l'idéal pour nous aussi, c'est cet aspect-là qu'au niveau régional, les femmes puissent s'exprimer en tant qu'agissantes au niveau terrain. La coalition a été mise en place, on va dire, elle est relativement jeune, en 2023, mais je peux vous dire que les actions que nous avons menées avant et depuis sont très importantes. Actuellement, nous mettons en œuvre deux projets, je ne veux pas dire deux grands projets, mais par le contenu, ce sont des grands projets. Projet avec le DECAF et la Comagest, donc ça concerne des régions, la région de Ségou, San, Bandiagara et à peu près 6 communes qui sont concernées, près de 60 villages. L'idée dans le cadre de la Comagest, c'est d'abord de bien faire comprendre le lien qu'il y a entre les questions de genre, les questions de sécurité et les questions de climat. Par rapport à la situation notamment de la femme, des enfants, vous savez, les populations vulnérables, vous savez que la question de sécurité exacerbe les questions de climat. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et il y a l'aspect aussi justice climatique, parce que vous savez, nos pays africains sont les moins polluants, qui produisent moins de gaz à effet de serre, mais on a subi beaucoup les contre-coups. Donc, l'idée, c'est de vraiment former une dynamique au niveau de ces zones d'intervention pour que les jeunes, les femmes puissent faire un bon plaidoyer par rapport à la prise en charge de leurs préoccupations. 3 ans de parcours, déjà des réalisations, mais avec quelle perspective pour cette coalition? La coalition, vraiment, elle est à l'œuvre et je dois dire que nous sommes visibles sur le terrain et les perspectives, c'est vraiment de continuer cet accompagnement sur le terrain dans les années à venir. Parce que, comme je l'ai dit, les associations, c'est vrai, c'est très difficile de mobiliser des ressources, notamment financières. C'est assez difficile de se déplacer, mais nous avons des formules qui permettent d'avoir des relais sur les terrains avec des conseillers qui encadrent vraiment les communautés et les collectivités. Et dans la mesure du possible, nous envoyons toujours des personnes de la direction et de Comagest pour aller voir un peu ce qui se passe. Ministre de la République, vous l'avez été donc, vous êtes membre du REFAMPE Mali, c'est le réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire. Le réseau se consacre largement aux questions de promotion des droits des femmes, au renforcement de leur autonomie, à leur participation à la vie publique, vie politique. Vous vous occupez de questions environnementales. Quelle place est-ce que les questions environnementales occupent au sein de ce réseau? Nous sommes rentrés dans le réseau depuis quelques années déjà, parce que déjà en fonction, on est membre de ce réseau et maintenant après les fonctions, nous avons été membres du bureau.
Et par rapport à ça, je pense que les questions environnementales sont très importantes au sein du réseau. Nous avons élaboré un plan stratégique sur 5 ans et nous sommes à la mise en œuvre de ce plan stratégique-là. Parce que, en tant qu'organisation, c'était important d'avoir un fil conducteur par rapport à toutes nos actions. Et par rapport à ça, les questions environnementales sont très importantes. Je vais vous citer, par exemple, le fait que nous sommes en train de vouloir développer un prototype d'appareil qui permet d'utiliser et de transformer les déchets ménagers en gaz pour la cuisine. C'est un aspect qui est très important par rapport aux autres casquettes, ça fait partie un peu, mais le REFAMPE veut jouer sa partition par rapport à l'utilisation du biogaz. C'est également des questions climatiques liées aux questions de déboisement, mais surtout à la gestion des ordures, parce que ça reste une préoccupation importante pour on va dire pour tout le monde, mais beaucoup pour les femmes. Alors, Madame le ministre, par rapport à toutes ces questions que nous avons évoquées, auxquelles le REFAMPE consacre ses efforts, comment est-ce que vous appréciez l'évolution des choses sur ces différents fronts? Vous savez, les préoccupations, notamment environnementales, sont au cœur du développement. Et en tant que réseau, nous avons eu la chance de pouvoir participer depuis pratiquement 2015 à certaines conférences internationales, donc la conférence sur les changements climatiques à laquelle nous participons chaque année, en apportant d'abord notre contribution, en présentant des thématiques et en assistant à des rencontres. Nous accompagnons le ministère notamment en charge de l'environnement et par rapport à ça, nous avons eu l'opportunité également d'échanger en tant que réseau avec d'autres partenaires et pour lesquels certains nous avons eu des retours. Les questions environnementales, comme on dit, elles concernent toute la planète et nous sommes engagés en tant que réseau par rapport à beaucoup d'activités. Nous participons aux campagnes nationales de reboisement, d'abord en tant que REFAMPE, mais également en tant qu'Energia aussi. Nous avons beaucoup fait dans ce sens. Et je pense que chaque année, quand même, nous essayons de mettre en œuvre notre programme et nous voyons avec les départements techniques, ça c'est les questions environnementales, mais également les questions de paix, de consolidation de paix, qui sont des sujets qui reviennent. Par exemple, nous avons eu à traiter et faire des conférences sur les questions d'énergie domestique avec la Direction générale des eaux et forêts, etc. Donc il y a vraiment, les préoccupations sont là et nous essayons à notre niveau de faire le bon plaidoyer par rapport à ces questions. Parmi les préoccupations du REFAMPE, il y a ces questions liées aux violences basées sur les genres, les pratiques classées comme néfastes à la santé de la femme, les questions d'autonomisation, si je ne m'abuse, la femme malienne en 2026. Alors, une femme épanouie qui joue de ses droits? Je pense que vous avez répondu vous-même. Non, c'est une question. Il n'a pas répondu. Oui, parce que pour nous, il faut une femme épanouie. Vous savez, on ne peut pas développer un pays sans les femmes. Et je pense qu'au niveau national, il y a eu beaucoup d'efforts par rapport à ça. Et on vient de terminer les États généraux. Et par rapport à ça, je pense que les préoccupations ont été discutées. Elles ont été formulées en recommandations. Et maintenant, nous attendons la mise en œuvre vraiment des recommandations des États généraux parce que les femmes sont dans une dynamique volontariste et elles sont à la disposition pour essayer d'accompagner le pays dans les questions de développement, dans les questions de paix, de sécurité. Et là, nous avons des rôles à jouer. Et les questions de famille également. Il n'y a pas de petits sujets par rapport aux femmes. Et je pense que le REFAMPE, comme les autres organisations, sont là pour appuyer et améliorer la situation des femmes de façon générale, mais aussi des humains. Et je dois dire que la mise en place également de la plateforme des femmes de l'AES va permettre également de renforcer tous ces débats, de renforcer nos actions et de nous compléter par rapport à nos pays concernés. Alors, on vous souhaite bon vent sur tous ces fronts, Madame le ministre, et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci, c'était un plaisir.
Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.